Merci, bonjour à tous. Je suis très ému d'être là. En fait, c'est impressionnant de voir depuis en bas tout ce monde. Donc, merci au DevOps Day de m'accueillir pour vous parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient à cœur, qui va être le product management. En guise d'introduction, quels sont les buts de ce talk? Peut-être juste par rapport à la langue, donc je suis désolé, ça va être en français, parce que j'ai vu que sur le programme c'était écrit anglais. Par contre, le support est en anglais, donc voilà, ça sera le trade-off pour cette présentation. Et if there are some people who are really interested by the topic and speaks only English, don't hesitate to come to me after the talk, and we may have very interesting discussion together, but the talk will be in French. So the goals of this talk, donc le but, c'est de parler du product management, et puis c'est pas seulement surtout pas en fait d'en parler de manière théorique, mais de se baser sur mon expérience, de comment je suis arrivé au product management, et puis j'espère que vous allez sortir de ce talk avec vous allez apprendre des choses, peut-être vous ne savez pas trop ce que c'est le product management maintenant, ou au contraire, peut-être vous le connaissez déjà bien. Dans les deux cas, j'espère que vous aurez vous repartirez d'ici avec quelques idées ou des envies de changer de mettre en place certaines choses. Donc, j'aime pas trop parler de moi-même, mais par contre, je vais quand même en parler un peu parce que le but là, c'est de parler de mon expérience. Donc, je vais vous expliquer très brièvement mon parcours, comment je suis arrivé au product management. Sachant que peut-être aussi, ça va entrer en résonance avec l'expérience de certaines personnes ici. Donc je suis actuellement cofondateur de la société AppWide. Si vous voulez en savoir plus sur AppWide, ce qu'on fait, vous pouvez venir à notre stand. On se fera un plaisir de vous l'expliquer. Donc c'est une société basée à Lausanne. Et puis ça fait maintenant 22 ans, ça ne me rajeunit pas, que je travaille d'une manière ou d'une autre dans la livraison de solutions IT, avec des rôles divers et variés. Et sur ces 22 années, ça fait 19 ans qu'en gros, tout ce que je fais tourne autour d'une question principale, c'est « How to build the solutions right », c'est-à-dire en gros, comment on peut livrer des solutions de qualité, limiter la dette technique, livrer des solutions compliant, des solutions sécures, des solutions performantes. Donc vraiment un travail d'ingénieur. Donc j'ai travaillé beaucoup dans des software factories où finalement on avait des choses à livrer, assurer aussi les délais de livraison, ce genre de choses. Et puis c'est très récemment, seulement 3 ans, je suis presque un bébé dans ce domaine-là, où en fait, d'un coup j'ai posé la question autrement en inversant juste 2 mots, c'est-à-dire la question maintenant qui me hante et que le plus, c'est « How to build the right solution ». C'est pas comment construire des produits qui sont de bonne qualité, mais c'est dire, mais est-ce qu'on construit les bons produits? Est-ce que finalement on fait les bonnes features? Donc voilà, ça c'est pour moi l'essence du product management, en tout cas c'est comme ça que j'y suis arrivé. Et puis comment ça se fait que j'y suis arrivé? C'est que dans mon histoire professionnelle plus récente, voilà, la création d'un produit qui est devenu maintenant AppWide Go Live, où j'étais initialement développeur, donc où j'ai développé ça sur mon temps libre, parce que je ne faisais plus de développement depuis un moment, et puis je me dis, voilà, on a des problèmes avec la gestion de nos environnements de test, on utilise Jira. Je suis entouré de super développeurs, de gens DevOps, dont certains sont là aujourd'hui dans la salle, et puis qui me donnaient vraiment envie de retrouver mon plaisir de développer d'ingénieur. Donc ça m'a titillé, puis je me suis mis à dire autant faire quelque chose d'utile, donc développer un petit produit, une petite extension pour Jira, qu'on utilisait en interne pour gérer les environnements de test. Nos environnements de test. Et puis finalement, comme les gens l'utilisaient, je l'ai publié sur la marketplace Atlassian. Qui connaît Jira? Qui utilise Jira? Ok, presque le même nombre. Voilà. Donc en gros, l'idée c'est que Jira, en fait, il y a les fonctionnalités de base, puis on peut étendre les fonctionnalités de Jira. Même principe que l'Apple Store, avec la marketplace. Donc du coup, j'ai mis ce produit sur la marketplace. Et puis, de voir que tout d'un coup, des gens dans le monde entier commencent à utiliser cette solution, même à petite échelle, à me demander des évolutions, dire « Ah ouais, c'est super pratique, c'est bien ». Du coup, moi, ça m'a reconnecté à pourquoi j'avais choisi l'informatique.
c'est-à-dire de résoudre des problèmes en développant des solutions. Et puis en plus, là, cette fois, j'avais personne qui me disait comment faire, je pouvais vraiment faire mes choix. Voilà, donc, et ça m'a tellement plu que je me suis dit, ben, ça, je veux en faire mon métier, je veux recentrer mon métier là-dessus. Et puis c'est là qu'on a créé avec mon associé la société AppWide Go Live, qui est devenue ce qu'elle est devenue. Donc ça, c'était à peu près il y a 6 ou 7 ans, les tout débuts, au niveau développement. Donc si vous remarquez, c'est seulement 3 ans que je me pose une question un peu différente. Donc on verra pourquoi. Et puis, donc ça fait pas 3 ans, ça fait 2 ans, peut-être même moins, non 1 année et demie, qu'officiellement, j'ai le titre chez AppWide de Product Manager. Et on va voir à quoi ça rime. Donc en fait, pour moi, ce qui était important, c'est que c'était pas seulement un changement de titre, mais j'ai dû vraiment pivoter. Changer un peu de mindset pour ce changement de rôle. Alors pourquoi en fait, comment finalement AppWide on s'est mis à commencer à parler de product management? En fait, comme je vous l'ai décrit au départ, c'est parti très vite finalement, c'est parti d'un problème très concret qu'on avait, développer une solution très simple qui résolvait un problème, et puis les gens commençaient à l'utiliser. Puis ça c'est parti très vite. Après, on a créé la société. On se dit, mais c'est cool, on se voyait déjà presque millionnaire. Non, je charrie, mais disons qu'on se disait, c'est parti tellement vite au départ que forcément, ça va aller encore plus vite et puis que ça va être facile. Et puis, paradoxalement, on a commencé à avoir des difficultés après un début assez rapide. Et puis, nous, comme bon ingénieur, en fait, on veut que notre produit soit mieux, donc on rajoute des fonctionnalités dans le produit. Donc, on a rajouté beaucoup de fonctionnalités. Puis plus de fonctionnalités que de nouveaux clients, en l'occurrence. Après, on s'est dit, non, ça c'est dans notre ADN, on a toujours plein d'idées à la seconde, on a envie de faire plein de choses, on a des clients aussi qui ont plein d'idées, qui nous contactent, qui nous offrent des tickets, qui nous disent, ouais, ce serait bien de rajouter un bouton sur cette page, de pouvoir, quand on clique là, que ça fasse automatiquement telle ou telle chose. Donc ça alimentait encore le moulin, vu que nous on aime faire des features, donc on faisait encore plus de features. Et puis, au niveau de la décision, de savoir par quoi on commence, qu'est-ce qu'on fait, on faisait de temps en temps une séance avec mon associé, puis on se disait, ouais, bon, voilà, qu'est-ce qu'on va faire ces prochains mois? Puis on passait en revue les, puis on dit, ah ouais, non, ça c'est une bonne idée, ouais, ça franchement, cette feature, ça va faire la différence, on va vraiment toucher tout d'un coup, mais ouvrir des use cases, commencer à couvrir des nouveaux use cases, ça va vraiment faire une énorme différence. Et puis, le résultat, c'est que quand on le mesurait, parce qu'on ne le mesurait pas toujours. Donc il y a des features qu'on a shippées sans savoir réellement si elles étaient utilisées. Puis quand on mesurait, c'était totalement imprévisible. Des fois ça marchait, des fois ça ne marchait pas. Mais honnêtement, pour être honnête, ça marchait plus souvent moins bien que ce qu'on pensait. Et puis ce qui a commencé à se concrétiser, c'est que par rapport aux compétiteurs, ou en tout cas des gens qui développaient des solutions similaires aux nôtres, on s'est rendu compte qu'on grandissait moins que les autres. Donc là, on s'est mis à réfléchir, et puis je vous encourage à réfléchir avec nous, de revenir un peu en arrière, et puis je vous propose de prendre vos téléphones portables ou votre laptop, et puis de vous connecter sur Ooklap. Donc vous pouvez soit, si vous avez le QR code, voilà. Donc je vais déjà commencer à présenter les différentes questions. Sur votre application, ça sera plus lisible qu'ici, mais en gros, la première solution, donc en fait la question c'est, si vous étiez à notre place, en fait vous avez vu, je vous ai décrit un peu l'histoire, on a commencé, petite application simple, ça marchait bien, quand ça a rajouté des fonctionnalités, ça marchait moins bien, enfin on voit qu'au final on commence à stagner. À ce moment-là, par quoi commenceriez-vous? Donc en fait, la proposition, c'est de dire, c'est qu'on n'a pas encore des features qui font la différence. Donc pour attirer des nouveaux clients, finalement, il faut qu'on rajoute des fonctionnalités qui vont plus parler à des nouveaux clients. Donc ça, c'est la solution 1. Donc vous pouvez voter sur la solution que vous pensez qui est la meilleure. Deuxième, c'est de dire, notre produit, en fait, il était sur une niche, finalement, il résolvait un problème qui est trop petit, qui touche trop peu de monde. Donc du coup, en fait, non, il faut qu'on touche, pour avoir plus de clients, il faut qu'on touche un marché plus large. Donc finalement, on se dit, quand on lance des produits plus grand public. 3, on se dit, simplement, on n'est pas assez fort dans l'équipe de produits, donc il nous manque un UX designer, par exemple,
où il nous manque des testeurs, où il nous manque des compétences dans l'équipe pour pouvoir faire mieux notre travail. 4, se dire, OK, mais pour avoir des nouveaux clients, peut-être commençons par mieux comprendre nos clients actuels. Dire, mais qu'est-ce que finalement, pourquoi on a des clients aujourd'hui qui utilisent notre solution, qui l'utilisent depuis un certain temps, qu'est-ce qu'ils font avec, quels problèmes importants ils résolvent dans ce produit, pour éventuellement comprendre mieux, se positionner pour avoir des nouveaux clients. Ou alors finalement, si finalement l'objectif c'est des sales, c'est d'avoir plus de marché, d'avoir plus de ventes, finalement on investit dans le marketing, faire plus de marketing, peut-être des forces de vente, développer plus de partenariats. Donc là je vois que ça vote, c'est bien. On est à visualiser en temps réel. Ah. Alors, combien on a à peu près de votes? Bien. Super. Je vais laisser. Donc, on voit clairement que le 4 sort clairement en premier. Et le 5 aussi pas mal. Je vais laisser tourner, vous pouvez continuer à voter si vous voulez. Vous pouvez même changer d'avis en cours de route si jamais. On reviendra dessus peut-être plus tard. Donc là, en fait, ce qu'on a fait concrètement dans cette situation, je vérifie juste le timing. Parfait. C'est qu'on a fait différentes choses. On a continué à faire ce qu'on faisait, c'est-à-dire de rajouter des fonctionnalités, en chaque fois en pensant que ça va être la fonctionnalité qui va vraiment faire la différence. Franchement, ça n'a pas décollé. Deuxième chose, marketing sales. Oui, on a suivi des cours de sales, on a fait plus de marketing, digital marketing, commencé à envoyer des messages, à faire différentes choses, retravailler le website, etc. En tout cas, on a eu peu d'effets, en tout cas peu d'effets immédiats. À savoir après, peut-être sur le plus long terme, peut-être que ça a un effet, mais c'était pas la solution magique. On a lancé des nouveaux produits parce qu'on s'est dit exactement ce que j'ai décrit dans la deuxième option, à dire OK, là on est sur un marché trop petit, donc finalement dans notre code base, on a des modules qui peuvent être réutilisés pour faire un produit qui est beaucoup plus grand public, qui va résoudre plus de problèmes, résoudre des nouveaux problèmes. Là, ce qu'on a totalement sous-estimé, c'est que de passer d'une approche monoproduit à multiproduit, vous changez de dimension en termes de charge. C'est vraiment énormément time-consuming à tous les niveaux. Et puis finalement, nous, on est une petite boîte, on va dire ressources limitées, c'était franchement pas une bonne idée. Et puis en plus, on a perdu le focus. C'est-à-dire qu'on commençait à parler à différents types de clients, répondre à différents problèmes. Donc, ce n'était pas la solution. Donc voilà, on a essayé pas mal de choses, puis à un moment donné, je ne sais pas si vous connaissez cette citation, je l'aime beaucoup. À un moment donné, on se dit, mais bon, si on veut arriver à un résultat différent, il faut peut-être arrêter de faire toujours la même chose. Donc c'est là, en fait, où à ce moment-là, je me dis, mais il y a sûrement des gens qui ont déjà vécu ce qu'on a vécu, qui ont écrit, sûrement, qui ont des idées intéressantes, etc. Et c'est là que j'ai commencé à me renseigner sur le product management, sur les différents principes. Et puis dans un des premiers livres que j'ai lu d'un auteur dont on va reparler, qui s'appelle Dan Olson, c'est celui-ci. The main reason product fails because they don't meet customer needs in a way that is better than other alternatives. Et puis en fait, ça, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on n'était pas du tout original, parce qu'en fait, c'est la route cause numéro 1 des failures, on était en plein dedans. Et en fait, si vous regardez Dan Olson, comment il décrit ça, c'est qu'en fait, visuellement, on comprend assez vite les choses quand on regarde une pyramide. Donc le bleu, là en bas, c'est votre marché, c'est les target customers, qui ont, eux, des besoins qui sont mal desservis par les solutions qu'ils ont actuellement, donc ils cherchent d'autres solutions. Et puis, si vous avez un product market fit qui fonctionne, votre solution, elle se trouve au-dessus de la pyramide. Et plus, en fait, vous êtes en phase avec les besoins de vos clients, et surtout des besoins qui sont mal desservis, plus vous allez avoir une traction ici qui s'appelle le product market fit. Et en fait, la partie produit, elle est ici. Nous, avec la vision de how to build a product right, en gros, on travaillait qu'à ce niveau-là. Peut-être un petit peu ici, mais on était ici. Puis qu'est-ce qui s'est passé quand on travaille qu'à ce niveau-là? C'est qu'en fait, à un moment donné,
bah, vous construisez plus tellement de pyramides. Et là, vous êtes décalé. Puis là, vous comprenez tout de suite visuellement que la traction en fait, de vos clients, à un moment donné, si vous commencez à vous décaler des besoins des clients, sachant que les besoins des clients, ils peuvent aussi évoluer dans le temps. Et si vous ne comprenez pas qu'ils évoluent puis que vous restez à côté, ben votre sommet de pyramide il va se décaler ici. Et puis ben, les clients ici, ils ont toute une partie où finalement ben, ils ne trouvent pas de réponse, ils n'en trouvent pas en tout cas dans votre produit. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait, ils vont trouver des solutions alternatives. Et puis la solution alternative, à un moment donné, si elle a plus de traction que votre produit, eh ben, ils vont changer de solution. Et dans notre cas, en fait, notre principal compétiteur, ce n'est pas forcément d'autres solutions concurrentes, mais c'est simplement, ah bon, on refait comme avant. Parce que finalement, avec votre produit, c'est bien sympa, mais c'était plus simple comme avant, par exemple, où on ressort les fichiers Excel, et puis on le fait là. Et ça, je l'ai vu plein de fois aussi en discutant dans des autres boîtes. Alors nous, on est une solution, on est des éditeurs, mais si vous travaillez dans une entreprise et puis que vous faites l'analogie avec des produits ou des fonctionnalités que vous avez développées qui ne sont pas utilisées, ou alors vous devez mettre un pistolet sur la tempe des utilisateurs pour qu'ils l'utilisent, parce que finalement, en fait, vous allez retrouver ça. C'est que finalement, les utilisateurs vont ressortir des fichiers Excel, des bases Access à l'époque, maintenant ça a quand même tendance à disparaître, ou des solutions cloud un peu derrière les fagots, pour remplacer la solution que personne ne veut utiliser ici. Parce qu'en fait, ils trouvent plus de résonance ici. Ils ont un meilleur market fit avec une solution alternative. Donc c'est exactement ce qui était en train de nous arriver. Donc qu'est-ce qu'on a commencé à faire? Vous avez bien compris, je vous félicite, vous n'êtes pas tombé dans le panneau, pas comme nous. En fait, la clé, par quoi commencer? C'est le bas de la pyramide. C'est de comprendre à qui vous vous adressez avec votre produit, et puis de bien les comprendre. Ça ne veut pas dire qu'il faut les écouter littéralement. Parce qu'en fait, les clients, si on prend l'exemple de la pyramide, ils aiment bien parler de solutions. Donc, ils vont vous demander des boutons, ils vont vous demander exactement les exemples que je prenais avant. Mais en fait, vous devez comprendre qu'est-ce qu'il y a comme demande derrière ces boutons. Puis, pourquoi ils vous demandent ces boutons. Et puis, c'est ça, comprendre réellement les underserved needs de vos clients. Donc, ce qu'on a essayé de faire concrètement, c'est qu'on a essayé de contacter nos clients actuels, puis de dire, ouais, on aimerait bien vous voir, enfin, je caricature un peu, mais on aimerait que vous nous expliquiez ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas dans notre produit. Enfin, pas aussi directement, mais presque. Et puis là, c'était extrêmement compliqué, parce qu'en fait, les clients, ils ont d'autres choses à faire. En gros, il faut comprendre que en fait, votre produit, ils s'en foutent, ils ont leur travail à résoudre, et ils ont besoin de résoudre des problèmes. Ils ont leur travail à faire, et ça n'a pas marché très bien. Après, on s'est dit, mais il y a quand même quelque chose, c'est que si on n'arrive pas à atteindre des vrais clients, il y a quand même un paradoxe. Nous, on fait une solution pour gérer des environnements de test. Qu'est-ce qu'on fait, nous, comme core business? On développe des applications. Comment on développe des applications? On les teste. On les teste sur quoi? Sur des environnements de test. Puis étonnamment, pourquoi on n'utilise pas GoLive? Pourquoi, en fait, moi, je passe mon temps à demander aux développeurs, finalement, quelle version est déployée sur quel environnement, alors qu'en fait, c'est exactement l'use case de base qu'on est censé résoudre à notre produit. Puis on s'est rendu compte que nous-mêmes, on n'utilisait pas notre produit. Et on s'est mis à l'utiliser. Et là, du coup, ça fait effet miroir. C'est super bien. Si vous avez l'occasion de le faire, faites-le. Et puis, on s'est rendu compte de plein de choses qui n'étaient pas du tout pratiques, pas du tout optimales. Donc, en fait, on a pris notre... Et on s'est mis à faire des choses utiles pour nous. Donc ça, c'est un truc qui a pas mal marché. En fait, on a énormément travaillé sur la UX, finalement, par ce biais-là. On s'est rendu compte qu'il y avait plein de choses dans la UX qui ne fonctionnaient pas. Et puis, après, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a mis en place, maintenant, arrêtons de prendre des décisions sur des croyances, mais mesurons les choses. Donc, on a mis en place Solution de Product Analytics. Je ne sais pas si vous connaissez Postog. Qui connaît Postog? Ah, une personne, cool. Donc en fait, Postog, c'est si vous travaillez dans un contexte où vous avez des contraintes GDPR, comme nous on a, parce qu'on a beaucoup de clients qui sont localisés en Europe, Google Analytics, il faut éviter. Donc en fait, c'est une alternative à Google Analytics. Puis la bonne nouvelle, c'est que Postog, vous pouvez aussi avoir du self-hosting, donc le hoster sur la même infrastructure que votre produit, ce qui limite beaucoup de choses, qui simplifie aussi le passage au travers de certains firewalls ou de proxy. Voilà. Mais en fait, en gros, l'idée, c'est qu'on a commencé à mesurer en fait, le comportement de nos utilisateurs et aussi à définir des KPI. Il y a un moment de grâce où vous pouvez demander aux utilisateurs, en tout cas nous c'est le cas, certaines choses, alors il ne faut pas en abuser, mais c'est au moment de l'onboarding. Donc nous, en fait, on a un processus, donc les gens peuvent essayer notre application avant de l'acheter, ce qui est assez un standard aujourd'hui.
Et puis, quand quelqu'un installe l'application, c'est qu'il est suffisamment intéressé, c'est qu'il est déjà bien intéressé par le produit. On n'est pas aux premières étapes du funnel. Et à ce moment-là, c'est peut-être juste le moment d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il attend, lui demander quelles sont ses intentions, pourquoi en fait il a envie d'essayer ce produit, quel problème il veut résoudre. Et là, en fait, maintenant on récolte, on essaie de choisir les bonnes questions. 4 questions, il ne faut vraiment pas abuser. Parce que quand même, l'utilisateur, s'il commence à avoir un formulaire comme ça avant de commencer votre trial, il risque d'abandonner. Et voilà, on récolte des informations très intéressantes là-dessus. Et puis, la chose sur laquelle on travaille aussi énormément, c'est le support. Ça, c'est l'autre moment de grâce, c'est que l'utilisateur, il est d'accord, enfin, il va passer du temps avec vous, et puis, quand il a besoin de vous pour vous demander, il est bloqué parce qu'il ne sait pas comment faire un setup, ou qu'il n'arrive pas à faire quelque chose avec votre produit, à ce moment, il nous contacte. Et puis c'est un super moment pour comprendre aussi derrière sa demande de support qu'est-ce qu'il essaye de faire et de beaucoup mieux comprendre nos clients. Et puis plus récemment aussi, on essaye maintenant de plus en plus de proposer, parce que de nouveau, si on regarde si on repense à la pyramide, nos clients ont des problèmes pour gérer leurs environnements de test. Notre produit, c'est une partie de la réponse, mais finalement, de les aider aussi à mettre en place une méthodologie, à mieux structurer les choses, à donner des best practices. On s'est rendu compte que les clients sont très demandeurs là-dessus. Et finalement, il faut les accompagner au-delà du produit aussi sur tous ces aspects-là. Donc ça, en fait, c'est quelque chose qu'on vient de démarrer qui marche assez bien aussi, qui commence à fonctionner bien. Et en fait, au final, la conclusion de tout ça, c'est à quelle conclusion on est arrivé? C'est qu'en fait, ça a juste remis au centre du village le fait que le use case le plus important, ce qui nous fait vendre vraiment notre produit, ce qui fait que les gens continuent à utiliser notre solution, c'est le use case originel, vraiment de base, finalement, de la toute première version du produit que j'avais développé. Donc après, petit à petit, on s'était un peu perdu en rajoutant des fonctionnalités, des autres use cases. Et finalement, on est revenu au point de départ où on s'est dit, ben voilà, il faut qu'on creuse ça, parce que c'est ça vraiment le vrai problème. Et puis vraiment de mettre le focus sur ce problème-là. Est-ce que ça va jusque-là? Merci. Donc, voilà, donc ça, c'est un peu notre histoire mélangée avec les tout débuts un peu du product management et puis vers quoi ça nous a amené. Et puis, à un moment donné, j'ai continué à lire des choses sur le product management. Et puis, il y a heureusement des techniques et des choses bien pratiques et des choses super intéressantes pour faire ça bien, pour s'assurer en fait de garder toujours ce product market fit. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du product discovery? Qui a entendu parler, sait ce que c'est plus ou moins? Ok, super. Donc en fait, pour moi, c'est le cœur en fait du product management. Peut-être que d'autres vous le diront pas. Ah, je suis trop lent. On dirait. Oh. Là, c'est bon. Voilà. Pour moi, c'est le cœur en fait du product management. En fait, en gros, c'est une optimisation continue du product market fit. Comment? Donc ça, c'est une définition que j'ai prise d'Atlassian. Donc, product discovery is the act of validating continuously what to focus and why. Donc ça revient au tout début de ma présentation, premier slide, passer du how we do things au why we do things. Et c'est vraiment une manière d'y arriver. Alors concrètement, chez nous, vous voyez, moi j'adore les post-it, ceux qui me connaissent savent que si j'avais eu le choix, j'aurais fait une présentation qu'avec des post-it. Mais voilà, ça c'est un peu notre product discovery à AppWide. Mais bon, c'est pas on ne l'a pas inventé, on s'est basé sur un framework, une méthode connue. C'est comme une route Deming qualité, ou c'est de nouveau un de ces processus entre guillemets itératifs d'amélioration continue, où finalement, on va toujours démarrer par j'en ai déjà bien parlé, la valeur. C'est-à-dire quand on veut développer une fonctionnalité ou qu'on veut développer un produit, on se pose la question, mais quel problème important du client on va résoudre? Donc c'est tout un ensemble, tous ces petites post-it là, après ces différentes techniques qu'il y a, parce qu'il y en a beaucoup, où on va essayer de mesurer la valeur, de s'assurer de limiter le risque finalement de développer quelque chose d'inutile pour le client. Après, la deuxième étape, c'est la usability. C'est que vous pouvez essayer de résoudre un problème qui est très important pour le client, mais d'une manière tellement compliquée à utiliser pour l'utilisateur,
tellement complexe, avec une interface tellement moisie, si je peux me permettre, qu'au final, ça ne va pas marcher. Donc il faut une manière aussi élégante de résoudre des problèmes importants. Il faut que ça soit facile à utiliser. Le troisième élément, c'est est-ce qu'après c'est faisable? Si vous arrivez à résoudre un problème important, de manière élégante, avec une interface simple, et puis que derrière, vous n'arrivez pas à scaler votre solution, vous n'arrivez pas à la sécuriser, vous n'arrivez pas à répondre simplement à des contraintes de compliance ou de sécurité, eh ben, en fait, votre solution ne fonctionnera pas. Il faut revoir votre copie. Et puis, une fois que vous avez passé ces trois barrières-là, la dernière, c'est la business viability. Peut-être qu'avec une solution qui est super utile, facile à utiliser, techniquement faisable, vous vous rendez compte qu'à la fin, il faudrait que vous facturiez ce service, peut-être, ou cette fonctionnalité, $500 par mois, et le client, lui, il est prêt à en mettre 10 par mois, parce qu'en fait, il ne perçoit pas de valeur suffisante pour payer suffisamment pour acheter votre solution. Et puis là, de nouveau, si vous n'avez pas de business viability, à part si vous avez des investisseurs ou des bienfaiteurs, je ne sais pas, enfin, ça va être compliqué. Et puis, sous cette boucle ici, finalement, ça, vous pouvez le faire au niveau de chacune de vos fonctionnalités ou des idées de produits. Vous avez un peu la fondation. Ici, notamment après l'équipe produit, et puis avec la vision de votre produit, donc c'est en gros où vous allez à plus long terme, la stratégie produit, ça veut dire par quel chemin vous allez implémenter cette vision, et puis certains principes de base, donc la product principles, qui sont vraiment qui vont définir la nature de votre produit. Donc le point de départ de cette boucle, c'est toujours la valeur. C'est toujours la valeur. Et ça tombe bien parce que je pense que la plupart d'entre vous ont déjà bien pratiqué tout ce qui est agilité, prioriser des backlogs, ou en tout cas moi, c'était mon cas, j'ai beaucoup utilisé. On dit oui, il faut toujours prioriser par business value, par exemple, ou par... mais en fait, finalement, je me suis rendu compte que c'était très peu défini de comment on la calculait, cette business value. Et puis, de nouveau, finalement, c'était un peu comme mon associé et moi par le passé. Souvent, j'ai l'impression que c'est un peu la rule of thumbs, la loi du pouce dit « ouais, ça, je pense que ça a plus de valeur que cette autre chose ». Et là, en fait, je suis tombé sur un framework aussi de l'auteur qui s'appelle Olson, qui s'appelle la Importance vs Satisfaction. C'est une technique qui permet un peu de décomposer les choses pour calculer plus facilement. C'est un modèle, il y en a des autres, vous pouvez même inventer votre propre modèle, mais c'est un modèle que je trouvais une bonne combinaison entre simplicité et efficacité, on va dire, un bon rapport qualité-prix. Donc en fait, l'idée c'est de mesurer quand vous avez une fonctionnalité où vous posez la question de est-ce que c'est une bonne idée de livrer ça, vous pouvez poser la question de l'importance pour le client. Est-ce qu'en fait, cette fonctionnalité ou ce produit que je vais lancer, est-ce qu'il résout un problème qui est réellement important pour le client? Sachant que le plus important, au final, c'est que s'il n'a pas cette fonctionnalité de ce produit, il ne peut pas faire son boulot. Et puis le moins important, c'est que, en gros, il n'y a rien qui va changer, absolument rien qui va changer dans sa vie s'il n'utilise pas cette fonctionnalité ou votre produit. Et la deuxième dimension qui est indépendante, c'est le niveau de satisfaction de l'utilisateur. C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui, pour faire cette tâche ou pour résoudre son problème qui est très important pour lui, finalement, il a déjà une solution où il est très content. Ou alors, au contraire, il a quelque chose vraiment très important qu'il doit faire où il est en difficulté. Ou alors, finalement, il se contente, il n'est ni content, ni pas content, bien au contraire. Et puis, finalement, il n'a pas vraiment de raison de changer l'état de fait. Et puis, avec ces deux dimensions, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez les placer sur une matrice. Et puis, sur cette matrice, donc, par rapport, par exemple, là, admettons que vous voulez mesurer la valeur business d'une fonctionnalité. Est-ce que quelqu'un d'entre vous, est-ce que vous auriez une idée de comment on pourrait visualiser sur ce graphique la valeur de la feature A? Sachant qu'ici, c'est l'axe de satisfaction, et puis là, c'est l'axe d'importance. Donc, le sens, c'est super important. Satisfaction, c'est je suis super content, je ne peux pas être plus content. Et puis, 0, c'est l'inverse. Que quelqu'un a une idée de comment on pourrait visualiser sur ce graphique la business value. Pardon? On est en haut à droite. Ouais, donc en haut à droite ici. Donc ça, ce serait la valeur maximale.
En fait, une manière simple de visualiser, c'est finalement la surface que vous avez ici. Parce que finalement, plus une feature est importante et plus on est satisfait, finalement, c'est-à-dire qu'on apporte beaucoup de valeur à l'utilisateur avec notre fonctionnalité ou avec notre produit. Donc en fait, ça c'est une manière de visualiser. Donc en fait, une manière de calculer avec ce framework la valeur métier d'une fonctionnalité dans un produit, c'est de simplement multiplier l'importance par la satisfaction. Maintenant, si je regarde, si vous voulez prioriser, peut-être qu'un use case plus courant, vous avez un backlog d'amélioration de votre produit. Donc vous avez la feature A, et puis vous voulez l'améliorer. Ben là, on voit clairement, même idée, c'est que si vous voulez augmenter la satisfaction, normalement l'importance, à part si, enfin ça peut changer, mais généralement ça change peu l'importance pour le client. Par contre, il peut être de plus en plus content, enfin en tout cas c'est ce qu'on espère, en rajoutant des fonctionnalités dans un produit. Généralement c'est qu'on se bouge dans cette situation. Des fois on se plante tellement qu'en fait on bouge dans l'autre sens, mais donc là on voit, ça c'est le delta, ça c'est finalement la valeur ajoutée qu'on va rajouter pour le client. Puis maintenant, si on regarde, on veut comparer deux fonctionnalités. Et puis cette fois, on se pose une autre question. On se dit, ben, OK, j'ai la feature B, j'ai la feature A. Et puis, sur quelle... et puis, j'ai deux idées d'amélioration sur ces deux fonctionnalités. Et puis, j'ai de la peine à prioriser, à savoir s'il faut que j'investisse pour finalement améliorer la feature B ou la feature A. À votre avis, qui pense que ce serait mieux d'investir du temps pour améliorer la feature B? Et qui pense que ce serait mieux la feature A? Ah, il y a beaucoup d'abstention là. Et qui pense rien? Est-ce que... Ouais. Et comment on pourrait visualiser finalement sur ce graphique la probabilité qu'on a d'amener de la valeur en travaillant soit sur la feature B ou la feature A? Ouais, c'est nous une question de surface, sauf qu'en fait elle est de l'autre côté. Donc en fait on se rend compte que si vous posez la question dans l'autre sens, c'est-à-dire finalement même si la feature A en soi elle est plus importante que la feature B, mais si vous avez déjà des clients qui sont déjà bien contents de la feature A, il y a beaucoup plus de potentiel, d'opportunité finalement d'amener de la valeur ajoutée en travaillant sur la feature B. Alors de nouveau, ça dépend en effet, comme Fabien disait, ça dépend si finalement la feature B on l'améliore que de ça, ben là, voilà. Donc voilà, c'est bien évidemment. Mais en fait, ça c'est vraiment la bascule. Si on regarde l'opportunité de faire des choses, en gros, là, ici, en fait, on a quelque chose de beaucoup plus concurrentiel. Parce que si admettons, ça, on veut lancer un produit, puis on veut lancer ce produit, puis qu'en fait, globalement, les utilisateurs sur le marché qu'on vise, ils sont déjà bien satisfaits sur la résolution de leurs problèmes importants, vous allez dans un marché ultra concurrentiel. Il faudra vraiment être vachement meilleur que les concurrents pour pouvoir survivre. Par contre, si vous identifiez un problème qui est ici, qui est super important pour les utilisateurs, puis que vous vous rendez compte, en fait, il y a actuellement, les utilisateurs, ils sont seuls, il n'y a pas de solution réellement efficace, là, vous êtes dans un domaine d'opportunité, avec un haut niveau d'opportunité. Donc, voilà. Donc, est-ce que jusque-là, c'est bon? Vous m'avez suivi? Oui? Donc je vais juste terminer, je vais juste vérifier le temps qui me reste. Donc quand j'ai découvert en fait ces formules, je me suis dit enfin j'ai une manière un peu plus objective finalement ne veut pas dire que je ne vais plus écouter mon intuition ou qu'on ne va plus avoir un jugement qualitatif sur ce qu'on fait. L'idée, ce n'est pas d'automatiser puis que finalement le framework décide à votre place. Mais c'est un super moyen pour challenger ses intuitions. Se dire, OK, mais moi, en fait, je pensais à la base que cette fonctionnalité, c'était vraiment le truc qu'il fallait faire. Puis faites l'exercice, vraiment essayez de le faire, ou dans votre backlog, c'est vraiment facile à faire. Puis vous décomposez finalement, plutôt que d'essayer d'évaluer directement la business value, vous la décomposez dans ces deux composantes importantes de satisfaction, puis vous serez peut-être surpris. En fait, des résultats, finalement, il y a des trucs qui scorent très mal avec ce calcul, et puis ça pose des questions. Dire est-ce que finalement j'ai bien évalué, etc.
Sachant que la satisfaction, vous pouvez la définir vous-même, vous pouvez faire aussi des enquêtes de satisfaction auprès de vos utilisateurs. Une manière, si vous avez un produit, par exemple, existant, qui tourne, qui est déjà utilisé, ben, mettez en place de l'analytics, puis regardez ce qui est utilisé ou pas. Et puis regardez aussi vos stades de support. Quelles sont les fonctionnalités où les gens n'arrêtent pas d'ouvrir des bugs, n'arrêtent pas d'envoyer des demandes au support parce qu'ils sont perdus, parce qu'ils ne savent pas comment faire. Peut être une bonne manière d'identifier peut-être un problème de satisfaction. Et en plus, s'il y a beaucoup de demandes de support, il y a des chances que ça soit quelque chose d'important. Parce que sinon, les gens, ils n'ouvrent pas des demandes de support. Si ce n'est pas important, vous n'allez jamais voir un bug qui va être ouvert parce que finalement, ça ne change pas leur quotidien. Donc voilà, donc il y a plein dans la vraie vie, en fait, ces deux aspects, vous allez les retrouver de manière différente. Et souvent, en fait, vous avez les manières de récupérer ces données qui sont presque sous vos yeux, mais il faut aller les chercher. En tout cas, nous, c'était vraiment notre expérience. Pour ceux que ça intéresse, parce que je vais être short au niveau du temps, je vais juste vous montrer l'écran, mais il y a un super outil. Alors, je ne suis pas neutre, hein, parce que ça fait 10 ans maintenant que j'utilise les outils Atlassian, que je suis fan des outils Atlassian. Mais si ça vous intéresse et que vous voulez échapper aux Excel, il y a un super outil qui s'appelle Jira Product Discovery, qui est encore en public bêta, mais je crois qu'il vient de sortir maintenant, qui existe, qui permet de faire facilement, plutôt que d'utiliser un fichier Excel pour ces champs calculés, parce que dans le Jira de base, les champs calculés, c'est un peu compliqué. Vous pouvez les faire en fait. Vous pouvez avoir, là j'ai implémenté dans cet outil. En plus, vous avez du conditional formatting généralement, qui est une deuxième raison pour laquelle les gens choisissent d'utiliser Excel. C'est pour avoir des couleurs rouges en fonction. Donc on voit par exemple la satisfaction. Là, on voit typiquement visuellement, ce qui est rouge, c'est les gens ne sont pas trop contents, puis ce qui vire au vert, plus content, et puis important. Puis on peut mettre des poids sur les choses, et puis avoir surtout des formules ici qui sont complètement personnalisables. Donc ça, c'est super intéressant pour amener un peu de challenger ses intuitions, on va dire. Et puis, vous avez une vue matrice aussi, qui vous évite aussi d'utiliser Excel, qui est souvent utilisé pour avoir ce genre de matrice à 2 dimensions, où en fait, c'est la matrice que je montrais avant sur le slide, dans l'outil. Et puis là, j'ai rajouté un élément. J'ai rajouté le diamètre, finalement, des bulles ici, qui sont des fonctionnalités. J'ai rajouté l'estimation de la charge. Ça aussi, ça peut aussi quand même être intéressant parce que finalement, si vous êtes dans le même endroit dans le cadran et puis que vous avez quelque chose qui prend 2 jours à développer ou quelque chose qui prend 100 jours à développer, voilà, au niveau des quick wins, ça peut être aussi intéressant finalement de rajouter aussi cette dimension d'investissement pour faire vos choix. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, passez sans autre à notre stand, je ferai un plaisir, je ferai une petite, montrerai un peu comment ça marche si ça vous intéresse. Ce qui est intéressant aussi par rapport à un fichier Excel, c'est que c'est connecté après à vos autres backlogs Jira. Donc vous pouvez avoir un projet où vous avez vraiment vos idées, vos features, puis vous les connectez après sur les projets où vous avez vos Scrum, vos équipes vraiment de delivery qui travaillent, et puis du coup vous avez tout dans un seul outil qui est connecté. Voilà, maintenant je reviens sur ma présentation. Takeaways. Donc j'arrive au bout de ma présentation. Donc en gros, si on essaie de résumer, en tout cas ce que j'aurais bien envie que vous reteniez de cette présentation, c'est en fait ce qui est important, surtout quand on est ingénieur. Je le savais depuis bien longtemps, hein, mais je l'ai vécu. C'est une chose de savoir les choses, il y a une autre chose de les assimiler. Je suis en train de l'assimiler. Je ne dis pas que je suis encore complètement guéri, mais j'avais clairement tendance, à tomber amoureux de mon produit, parce que j'adore mon produit. En plus, c'est moi qui ai développé la première version, donc voilà, et faire un super produit, rajouter des fonctionnalités. Puis quand vous demandez à un ingénieur, est-ce que vous pouvez faire ça, est-ce que vous pouvez rajouter ça? Oui, bien sûr que je peux. Donc en fait, on a envie de tout faire, on a envie de rajouter tout. Voilà, on tombe amoureux du produit, puis on perd le focus du client. En tout cas, moi, c'était mon expérience. Et il faut toujours garder le focus sur les vrais problèmes des vrais clients et pas tomber amoureux de votre produit. Après, deuxième, c'est un constat, c'est que si vous n'avez pas de product market fit, on a vu, la pyramide, elle s'écroule. Donc, si vous travaillez dans une boîte qui a les reins solides, vous avez simplement votre solution qui ne va pas être utilisée. Si vous êtes comme nous, une petite boîte et que vous devez en vivre, vous allez disparaître. Le troisième élément, c'est cette boucle de product discovery, de toujours vous poser la question de la valeur, de la facilité d'utilisation,
faisabilité technique et est-ce que c'est bankable, est-ce que c'est rentable ce que vous faites. Et quatrième, je vous propose d'essayer en tout cas cette importance vs satisfaction comme technique de priorisation. Vous l'utilisez dans plein de contextes différents. C'est assez facile à mettre en place. Et puis, je les ai amenés ici, les livres aussi, si jamais je les prendrai au stand aussi, si vous voulez. Je vous conseille, si ça vous intéresse, le sujet. Moi, j'ai commencé par ce livre de Marty Kagan, qui est un auteur très connu dans le product management, qui donne vraiment une vue générale un peu du product management. Le deuxième, c'est le Dan Olson, donc j'ai cité plusieurs fois dans la présentation. Ça, c'est un bouquin qui est génial parce que ça vous donne des recettes très pratiques, comment mettre en œuvre les choses, avec des formules, avec des choses vraiment concrètes. Et puis le troisième aussi, qui est une autre technique, peut-être vous avez entendu déjà parler, c'est Job to be done. C'est une manière aussi finalement si je résume, en fait, les clients vont acheter votre produit comme ils vont engager quelqu'un dans leur équipe, une personne dans leur équipe. Finalement, ils ont besoin il y a un job en fait. Ils engagent en fait. S'ils achètent un produit, c'est qu'ils ont un job. Ils veulent déléguer un job à ce produit-là. Et il faut comprendre en fait ce job. Donc voilà, c'est une image, mais c'est vraiment, ça se lit super facilement. Je vous le conseille aussi. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, commencez peut-être par le vert. Ça se lit plus vite. Et puis voilà, si ça vous intéresse, le produit Jira Product Discovery, disponible en ligne, donc c'est version cloud.